Pierrette explique enfin à Gérard que sa demi-sœur Véronique a elle aussi beaucoup souffert des actes de leur père. Un jour, elle était assise sur les marches de l'immeuble avec sa poupée. Il y a une bonne femme qui ouvre sa fenêtre, qui lui balance un seau d'eau en disant « Je veux pas de la fille d'un assassin dans l'immeuble ». Gérard tente alors d'en savoir un peu plus sur les circonstances de son abandon. Pourquoi personne ne s'est jamais préoccupé de lui à la mort de son père? Gérard, il avait une mère, une grand-mère. J'ai pas pu le prendre son histoire en charge. Moi, j'ai déjà du mal à tenir en équilibre pour ma fille. Je déjantais, quoi. J'étais au bord de la folie. À sa sortie, Gérard est bouleversé. Depuis qu'il a renoué avec son passé, il va de découverte en découverte et elles sont parfois lourdes à porter. Je me doutais bien que de toute façon mon histoire allait être pas commune. Enfin, je me doutais bien que j'allais rencontrer des choses un peu particulières. Mais de là à s'imaginer que son père a commis un hold-up, a tué un policier, on lui a coupé la tête. Ça fait beaucoup de choses en une seule fois. Mais l'histoire de Jacques Fesch ne s'arrête pas là. Gérard découvre que son père, pendant ses 3 années d'emprisonnement, a eu une révélation mystique. À un moment donné, il souffre tellement que les mots qui lui viennent à l'esprit, c'est « mon Dieu ». Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il a dit quelque chose et il sent qu'il n'est plus seul et qu'il y a une paix qu'il n'attendait pas qui s'installe en lui. Et à partir de ce moment-là, écrit-il, j'ai cru et je n'ai plus jamais douté. Jacques Fesch a écrit sur sa foi. Ses ouvrages, Dans 5 heures je verrai Jésus et Lumière sur l'échafaud, connaissent un retentissement considérable. Puisse mon sang qui va couler être accepté par Dieu comme un sacrifice entier. Que chaque goutte de mon sang serve à effacer un gros péché mortel. Un criminel qui atteint un tel niveau de spiritualité, c'est un incroyable exemple de rédemption pour l'Église. Alors, en 1994, le cardinal Lustiger demande sa béatification. Si cette béatification a été engagée, c'est que c'était une conversion exceptionnelle. Alors je crois que le message de l'Évangile, c'est justement que les gens peuvent changer. Les gens peuvent se transformer, et se transformer de mal en bien. Et avec Jacques Fesch, on montre que ce n'est pas seulement un discours de l'Église qui est théorique, mais que c'est arrivé au moins une fois. Jacques Fesch n'est pas encore considéré comme un saint. Il faudra attendre des décennies, voire des siècles, pour qu'il soit établi que ses écrits ont pu engendrer un miracle et qu'il soit béatifié. Mais le processus est engagé. Je m'aperçois que moi, je ne suis pas du tout croyant, du tout, je ne m'attache à aucune religion, mais ça va quand même m'interpeller, ce cheminement. Hein. Comme d'autres personnes qui ne sont pas du tout croyantes vont être interpellées par ce parcours. Alors quand c'est son père, bon, on plonge dedans un peu plus facilement. Hein. Gérard a désormais une idée très précise de son père. En revanche, il ne sait toujours pas pourquoi il a été abandonné. Il décide alors de partir à la recherche de sa mère, car il vient d'apprendre qu'elle était toujours en vie. Il parvient à retrouver son adresse dans le 17e arrondissement de Paris et s'y rend sans la prévenir. Vous vous rendez compte que vous allez pour la première fois de votre vie, à l'âge de 40 ans, voir physiquement votre mère, lui adresser la parole. Faut imaginer ça. Gérard n'ose pas sonner. Il l'attend alors dans sa voiture, en bas de chez elle. Et puis, au bout d'un moment, je vois dans mon rétroviseur du Porsche, effectivement, où elle habitait, une dame qui sort, qui a un panier à la main, et qui monte le trottoir, une très vive, et elle arrive à ma hauteur, et je dis, mais c'est elle. Je sors, je la suis. Et un peu plus loin, je l'aborde, voilà, je ne peux pas la laisser partir, impossible, voilà, c'est le moment, c'est tout de suite. Je veux simplement qu'elle me réponde, qu'elle me dise que je suis bien son fils, c'est tout. Non, non, j'ai pas eu d'enfance, c'est une erreur, etc. Puis n'insistez pas, hein, j'appelle la police. C'est un abandon de plus, là, c'est un petit peu comme si on vous mettait une claque en pleine figure, allez hop, circule, il n'y a plus rien à voir. Elle a fait un trait sur moi, elle m'a en quelque sorte rayé. Et puis donc ma mère, je l'ai vue qu'une seule fois. Ça a duré,
2 minutes, pas plus. Et c'est tout. Depuis 40 ans, Gérard fantasmait ce moment, ses retrouvailles avec sa mère. Et finalement, cela se termine par une rencontre furtive avec une vieille dame qui le rejette encore. Chloé Fesch, votre père aura tenté pendant des années de rentrer en contact avec sa mère et elle lui tourne le dos brutalement. Vous avez ressenti à cette époque sa souffrance ? Mon père était assez pudique sur ses émotions. Maintenant, on a quand même senti que ça l'avait marqué et que c'était quelque chose de difficile pour lui parce que c'était sa mère et c'était légitime qu'il soit reconnu par elle, tout simplement. Vous avez pris vous-même l'initiative d'écrire à celle qui aurait dû être votre grand-mère. Pour quelle raison avez-vous envoyé cette lettre ? J'étais vraiment petite, je devais avoir 9-10 ans. Et j'avais envie de lui montrer que le passé était passé, mais qu'aujourd'hui, nous, on était là, qu'on était présents. Et pourquoi pas tout simplement arranger les choses et remettre un dialogue, mettre un contact. Elle m'a jamais répondu et j'ai jamais eu de nouvelles. Mais je sais qu'elle l'a lu. Parce que mon père, ma grand-mère est décédée récemment et en retournant dans l'appartement, il a retrouvé cette lettre ouverte, donc elle l'a vraiment lue, mais on n'a jamais eu de retour. On ne sait pas ce qu'elle en a pensé clairement. Vous avez 4 ans lorsque votre père découvre donc sa vraie famille. Est-ce que vous l'avez toujours connu enquêtant autour des personnes de cette famille qu'il ne connaissait pas ? On en parlait beaucoup. Moi, je me rappelle avoir beaucoup entendu ce sujet de conversation. Ça vous a agacé par moments ? Il y a sûrement eu des moments où j'ai dû être agacée, honnêtement, mais j'en ai jamais vraiment voulu, dans le sens où je trouvais ça légitime. Je comprenais que sans avoir eu de parents, c'était difficile d'être à son tour parent, en fait. De chercher son père et d'être père, c'est un peu paradoxal. Cette démarche peut-être l'empêchait d'être un père accompli, dans le sens où lui-même n'était pas un enfant accompli de son passé, de par son passé qui n'était pas forcément évident. Parce qu'il n'a jamais eu de figure paternelle, en fait. Donc le modèle n'a pas été présent pour lui. Savoir que son grand-père a été guillotiné, c'est pas une chose banale, courante. Comment avez-vous réagi ? Ça m'a pas marqué, ça m'a pas traumatisé. Peut-être que quand je l'ai appris, j'étais trop petite pour comprendre, et puis finalement d'avoir grandi avec, ça m'a jamais choquée. Gérard non plus n'a jamais été choqué de découvrir que son père était un criminel. Il veut comprendre les raisons de son abandon, quelles qu'elles soient. Alors il cherche d'autres membres de sa famille et finit par retrouver Jean-Claude, son oncle, le frère de sa mère. Avec sa femme, ils sont les rares témoins directs du drame de l'époque. Ils sont aussi les seuls à posséder quelques photos de Thérèse à 20 ans. À l'âge où elle a eu Gérard, elle n'a jamais eu d'autres enfants après lui. Tu as su rapidement qu'elle m'avait abandonné. Toute seule, malade. Je vois pas comment elle s'en serait sortie. Mais jamais elle parlait de Gérard. Ah non, il fallait surtout pas en parler. Non. C'était le sujet qu'il fallait pas aborder. Il fallait pas aborder. Avec la famille Fesch, elle a fait une promesse. Mais ils l'ont forcé à abandonner parce qu'il fallait pas faire un scandale. Bon, elle a été payée pour qu'elle ne le reprenne jamais, ça c'est sûr. Oui, mais après les années ont passé. Ah oui, c'est un serment qu'elle a fait. Elle était tellement croyante que... Non, ça c'est sûr. Personnellement, quand je donne une parole, moi je la tiens. Je vais jusqu'au bout. Ma sœur était à peu près pareille. Jean-Claude et sa femme se souviennent qu'avec l'argent reçu des Fesch, Thérèse s'était payé un appartement. Ils en ont conclu qu'on avait acheté son silence pour faire disparaître cet enfant illégitime. Le père, Georges Fesch, est-ce qu'il donne de l'argent à ma mère pour m'aider, pour que je ne sois pas abandonné, etc. Ou au contraire, est-ce qu'il donne de l'argent en disant, voilà, l'argent, maintenant, on ne veut plus entendre parler. Voilà. Gérard se sent une nouvelle fois rejeté de tous, surtout lorsqu'il apprend que c'est sa mère qui a demandé à l'assistance publique de changer la première lettre de son nom pour éviter qu'il ne la retrouve. Mais peu importe, il a aujourd'hui retrouvé une famille. C'est ce lien familial, effectivement, le seul contact que j'ai, voilà. Donc c'est très important, c'est sûr. Je retrouve là, c'est ma famille. Voilà. C'est clair, c'est net. Même si on la retrouve, cette famille, des années après, mais voilà, c'est pas des étrangers. C'est par son oncle que Gérard, il y a 3 ans, a appris le décès de sa mère. Depuis leur retrouvaille furtive, il avait obtenu une reconnaissance en maternité. Alors, en tant que fils unique, il hérite de l'appartement qu'elle possédait dans le 17e arrondissement. Il est décédé ici.
Là. Son lit était là. J'avais pu connaître ma mère, je n'avais pu la voir. Là, je ne l'attendais qu'une seule fois et d'un seul coup, je me retrouve dans son appartement avec toutes ses affaires depuis des années, toute sa vie était là. Hein. Ah, c'est son peigne, c'est sa petite glace, voilà, c'est un autre endroit, c'est une autre chose. Et on me dit, ben voilà, tout ça, c'est à toi. Un appartement et quelques objets personnels, voilà tout ce qui lui reste de sa mère. Mais au milieu de toutes ces désillusions, Gérard, l'enfant rejeté de tous, va finir par trouver une trace d'amour dans son histoire. Et elle vient de son père. Une lettre qu'il a écrite la veille de son exécution, une sorte de testament de cœur à l'attention de son fils. À mon fils, Gérard. Par ces quelques mots, je voudrais informer mon intention de reconnaître mon fils, Gérard Trognot. Qu'il sache qu'il n'a pu être mon fils selon la loi. Il l'est selon la chair et son nom est gravé dans mon cœur. Qu'il soit béni et comblé de grâce. J'attends le jour heureux où il me sera donné la possibilité de faire sa connaissance en Dieu pour le garder à jamais. Signé Jacques Fesch. Gérard tient alors à honorer les dernières paroles de son père. Il veut récupérer son vrai nom. Il veut qu'on l'appelle désormais Gérard Fesch. Il écrit une lettre de reconnaissance qui dit, voilà, j'ai un fils, je ne veux pas qu'il soit assistance publique. Il demande à sa famille, récupérez-le, il faut vous en occuper. Non, rien n'est fait. Je me dis, c'est pas possible ça, là, voilà. Je me fais un devoir de respecter ses volontés, tout simplement. Puis il y a le nom qui s'en va. C'est quoi ce nom de Rognou qu'on m'a donné? C'est même pas mon nom, on a changé de nom. On avait la première lettre déjà, c'est même pas le nom de ma mère en plus. C'est le nom d'une famille que je connais pas, j'ai aucune racine avec eux. Voilà. Donc je dois rétablir les choses, puisque mon père l'a demandé. Donc je vais au bout des choses. En avril 2000, Gérard entame une procédure de reconnaissance en paternité. Mais il devra attendre 8 ans pour obtenir une décision de justice définitive. En 2008, à l'âge de 54 ans, il devient officiellement Gérard Fesch. Là, aujourd'hui, ça y est, la vérité est rétablie. Et ça fait drôle, hein, on ne peut pas s'imaginer ça. Mais c'est important, le patronyme. De façon que, hop, les choses se remettent en place. Voilà. Dès qu'il a obtenu le nom, on a clairement, enfin moi j'ai clairement ressenti un changement envers lui, comme un soulagement, la fin d'un combat, et quelqu'un de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Sur la gauche. Et les propres enfants de Gérard, en hommage à la bataille de leur père, ont décidé eux aussi de changer leur état civil. Désormais, du grand-père aux petits-enfants, toute la famille porte le nom de Fesch, une fierté partagée. De ne pas porter le même nom que son père, c'est quand même étrange, donc c'était quand même important de faire ça. Et puis aussi parce que on a suivi ces 10 années de combat. C'était important aussi de perpétuer un petit peu ce qu'il avait mené, quoi. Tu te souviens, toi, Mélissa, que tu t'appelais Drognou quand tu étais bébé? Tu t'en souviens? Drognou. Hein? Tu t'en rappelles plus, hein? Bah non, on se rappelle même plus, donc vous voyez. C'est en partant combattre ces fantômes, envers et contre tous, que Gérard a réussi à les vaincre. Ces fantômes du passé, bah ça y est, je crois qu'ils sont partis là. Mais il arrive parfois qu'ils soient tellement ancrés dans notre inconscient